Et lui aussi, il mettait l'ambiance avec un autre style musical. Chef un petit verre, on a soif, Jules César. Rares sont les Bruxellois qui ne sont pas capables de réciter au moins un couplet d'une chanson du Lang Jojo, du grand Jojo. Alors notre invité, lui, il est capable de réciter sa discographie en entier. C'est vrai, Brice de Passe ? Oui, mais on n'a que quelques minutes là. Alors on ne va pas vous demander de faire ça maintenant, cet exercice-là, mais vous venez pour nous parler de ce livre-article, Le Zwanzeur de Mexico, qui est consacré au grand Jojo. Alors ce n'est pas votre premier ouvrage sur le grand Jojo, mais c'est vraiment un personnage qui vous fascine. Oui, c'est pour ça que l'éditeur de cette revue littéraire, donc qui chaque mois se présente comme un petit livre, m'a demandé de faire un article. Dans une revue littéraire, c'était juste incroyable. C'est parce qu'il savait que j'avais déjà évidemment fait la biographie du grand Jojo en sa compagnie il y a quelques années. Mais c'était un défi et je me suis dit, ça a été tout seul. C'est incroyable. En se replongeant dans ses textes, de voir ce qui était d'authentiquement belge chez lui. Et ce qu'il était, c'était son côté bande dessinée qu'il utilisait en intro de ses chansons. En 2 vers, il décrivait le personnage, et puis il y allait dans son surréalisme. Donc c'était vraiment plongé à fond dans ses racines belges et bruxelloises, puisque la grande majorité des auteurs de bandes dessinées de cette fameuse école belge étaient bruxellois. Peut-être un mot sur la relation que vous aviez avec lui. Vous l'avez dit, vous avez publié sa biographie. Vous avez donc beaucoup pu échanger. C'est de là que viennent toutes ces anecdotes et ces histoires dont on va pouvoir parler dans un instant. C'était qui pour vous ? C'était un ami ? C'était un copain. Un pote. Voilà, oui, c'est ça. Vraiment un pote avec qui on riait toujours. Il ne se prenait absolument pas au sérieux. C'est d'ailleurs ce qu'on entend dans cette fameuse chanson Mexico. Là, je ne parle pas de Hey Viva Mexico, c'était son hit dans les années 70, où il faisait ce chanteur ringard qui reprenait du Luis Mariano, et on entendait même le public qui criait assez, et puis il chantait faux. C'est dire à quel point il ne se prenait pas au sérieux. Et comme c'est vrai, je le dis en fin de texte, comme il m'a dit un jour, c'était pas du grand art, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Allez, on va se replonger justement dans cette ambiance grand Jojo avec ce reportage que nous avons réalisé. C'est son portrait qu'on a réalisé, c'était en 2021 lorsqu'il nous a quittés le 1er décembre 2021. Il avait annoncé d'ailleurs sa retraite quelques mois avant sa mort à l'âge de 85 ans. Et ce qu'on pourra dire aussi, c'est qu'il a eu une longue carrière et qu'il avait fait un retour remarqué à Forêt Nationale en 2012. Le grand Jojo sur la scène de Forêt Nationale en 2013, portant le drapeau belge, sans doute le sommet de la carrière de ce ketch de Bruxelles, belgicain jusqu'au bout des ongles. Je suis bruxellois, mais je suis belge à 100%. Vraiment, la Belgique est un tellement beau pays. Né le 6 juillet 1936 à Ixelles, Jules-Jean Van Obergen passe son enfance du côté de Molenbeek. Sous le pseudo de Grand Jojo, il débute sa carrière fin des années 60. Très vite, il enchaîne les succès comme le French Cancan, Victor le footballiste, Jules César ou le tango du Congo en 72, empreint d'un certain racisme ordinaire. Parmi ses grands hits, l'incontournable On a soif. Une petite bière, on a soif, on a soif, on a soif. En 86, il sort Et Viva Mexico. La chanson devient un hymne. Les Diables Rouges finissent demi-finalistes de la Coupe du Monde. 86, évidemment, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Lorsque j'étais au balcon avec les Diables Rouges, que tous les gens chantaient Olé, olé, vive les champions. Le grand Jojo, c'est l'artiste populaire par excellence. Son ambition est claire depuis ses débuts, faire des chansons pour chanter, pour danser, pour faire la fête. Mes disques sont présents dans les balles, les communions, les fêtes, les mariages, toutes les fêtes de famille, le grand Jojo est là. Le grand Jojo est là, moins dans les années 2000, mais son public ne l'oublie pas. La preuve, un best-of sort en 2012 et devient disque d'or. Dans la foulée, il remplit le Cirque Royal en mode farandole. Au Cirque Royal, ça c'est le mot de la fin. Ça sonnait comme une maison. Je pense qu'ici, à Forêt Nationale, ça va sonner comme un building. Et Forêt Nationale a été à la hauteur de ses espérances. En juin dernier, il annonçait sa retraite avant de tirer sa révérence définitivement ce 1er décembre à l'âge de 85 ans. Tu sais ce qu'on peut faire? Ton plus gros succès. Chef, oui. On a soif. Vas-y. 3, 4. Chef, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif.
On a soif. Voilà, c'est tout. C'est ça le grand Jojo. Comment tu vas alors? Ça va magnifique. Voilà, on notera que la méconnaissance de Julien Lepers ne signifie pas que le grand Jojo n'avait pas traversé la frontière. Tous les Français connaissaient voilà. cette chanson grâce à Max Meignier, un homme de radio. Vu le clin d'œil qu'il faisait aux routiers, les routiers sont sympas, il l'avait diffusé dans son émission et c'était parti. Vogue en avait vendu 900 000 en France. Alors, on le voit bien dans ce petit reportage, il y a une forme de second degré constant tout au long de la carrière du grand Jojo, mais quand on a une carrière aussi longue, est-ce que ça reste du second degré? Il y a en fait l'inévitable reconnaissance permanente qui vient à vous, qui fait que c'est vrai qu'on ne fait plus trop la différence entre cette zouanze qui était affichée chez lui et qui démarre dès le début de sa carrière. Hein. C'est dans un resto en fin de repas qu'il décide de faire un disque. Vous l'expliquez dans l'ouvrage, c'est intéressant parce que c'est presque de l'improvisation. Ah oui, et à moitié cuit en plus. Donc c'est typiquement belge et typiquement bruxellois. C'est une totale improvisation. Donc sur une chanson, sur un tube de l'époque qu'il double en fait en bruxellaire. Alors, et ça c'est sur la chanson I Love You, c'est ça? Hein? Oui, exact, d'Anthony Quinn. Alors, il y a une phrase que vous utilisez et qui revient à plusieurs reprises, c'est « le gag devient un disque ». Donc c'est vraiment, ça part d'une petite blague dans une fin de soirée. Il y a son producteur sur place qui lui dit « mais qui va me produire ?» Il lui répond « ben oui, moi, tu verras ». Comment est-ce qu'on arrive à matérialiser une blague et devenir un petit peu plus tard disque d'or? Ça, je pense que ça fait partie de la vie. Tous les artistes qui ont fait une carrière énorme vont vous dire « mais j'ai pas l'impression d'avoir fait une carrière. Les gens venaient à moi me proposer des trucs. » Je pense que ça tient à la fois à la nature de la personne qui fait que on sent, c'est soit dans son charisme, soit dans ce qui fait de lui un artiste qui sort et qui vient vous prendre. Et vous vous dites, s'il vient me prendre comme ça, ben, il va faire exactement la même chose avec le public. Donc les gens vous proposent de faire un disque, de monter sur scène, de jouer dans une comédie, etc. Donc je pense que c'est vraiment l'histoire qu'ont certaines personnes et qui font que tout ça devient un artiste. Tu te rends pas compte, mais tu es un artiste? Ah ben oui. Et est-ce que dans notre société actuelle, peut-être même aussi à l'époque, on n'a pas parfois tendance à mépriser un petit peu cette forme d'art qui en est une, même si ça peut être de l'humour, ça reste de l'art. Si ça plaît tellement et sur plusieurs générations, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Si les gens retiennent le refrain, si les gens l'entonnent, si les gens chantent ensemble. Mais lui, il a quand même eu une longue traversée du désert. Hein. À partir, je dirais, du début des années 90 jusqu'en 2012, à la sortie de ce double best-of, il était vraiment en retrait. Et c'est là que tout est remonté. Vous montriez tout à l'heure les images de Forêt Nationale. Malheureusement, je ne pouvais pas être là. J'étais à Liverpool. J'ai vu un tweet passé. C'est un gars qui, du balcon à Forêt Nationale, avait photographié notre Premier ministre en fonction à ce moment-là. Il était en chemise, les manches retroussées avec une chope d'1 litre en main. Je veux dire que c'est là qu'on voit qu'on se réunit tous. Que le grand Jojo, il avait touché mais tout le monde, même les gens les plus improbables, comme Francis Delperrey, qui disait que le grand Jojo, Francis Delperrey, qui dit que le grand Jojo, c'est notre patrimoine national, c'est qu'on se dit qu'il s'est passé quelque chose pendant ses études et qu'il a très bien compris quel était le second degré chez cet homme-là et cette invitation à la fête, parce que c'est clair qu'on n'imagine pas Francis Delperrey écouter un 45 tours du grand Jojo chez lui. Et quand vous parlez de cette longue traversée du désert, ce qu'il a remis sur le devant de la scène, c'est pas aussi le bal national ? Alors, le bal national, il y était quasiment à chaque édition. Je pense que il y a un moment où des artistes qu'on a un peu oubliés pour une raison que tout le monde ignore, on se dit, voilà, c'est le moment, c'est là que ça va se passer. Et Gilbert Lederman d'Universal, quand il m'a dit, on va sortir une compile du grand Jojo, je lui ai dit, écoute, ça va cartonner. Il dit, mais pourquoi ? Mais parce que les gens vont suivre. Les gens, d'abord, n'ont pas cette compile. Voilà, au niveau CD, ça n'existait pas, donc c'est clair qu'ils allaient se ruer dessus. Maintenant, ça a pris des proportions invraisemblables. Parce que ils ont largement dépassé le niveau du disque d'or.
Difficile de parler du grand Jojo sans parler de football, et vous parliez de sa traversée du désert. L'équipe nationale, il était derrière elle a aussi une traversée du désert. Il n'y a pas eu de reconnexion après. Il y a dû avoir une forme de frustration chez lui d'avoir été peut-être un petit peu snobé. Probablement, on n'en a pas parlé de ça. En effet, Vous l'écrivez, c'est un peu sujet tabou, on le sent. On y croyait quand il est arrivé avec le dernier single qui était quand même très bien torché, il faut le dire. On s'est dit, mais il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous voulez? C'est pareil pour Paul McCartney, c'est pareil pour les Rolling Stones. On dit quand les Rolling Stones sortent un nouvel album, ils sont numéro 1. Mais ça dure une semaine. Et puis après, le disque ressort directement du classement. Les gens vont vous voir quand vous êtes une ancienne star à de très très rares exceptions près, comme Paul McCartney qui remplit des stades tout au long de l'année, partout, tout le temps depuis 20 ans, mais il ne vend plus de disques. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se rue plus sur les albums de ces artistes qui sont pourtant tous très bon? On va voir le Dépêche Mode qui vient de sortir. Quel va être son parcours? On ne parle que de ça pour le moment, mais est-ce qu'on en parlera encore dans 15 jours? Et pourtant, tout est sold out. Alors vous répondez à une question aussi. Qui est Victor le footballiste, et surtout dans quel club il jouait? Parce qu'il y a beaucoup de fans de football qui se posaient. Vous aviez la réponse en fait. Oui, c'est très drôle. C'est vrai que le grand Jojo a pensé à un joueur du RWDM qui à l'époque était champion de Belgique, le RWDM. Il faut savoir, le Racing White. Et oui, c'était un grand supporter d'Anderlecht, mais il était de Molenbeek aussi. Il était à l'école à Molenbeek. Exactement. On l'oublie un peu. C'est un Bruxellois néerlandophone au départ. Il parlait le echt bruxellaire, ça on peut le dire. Il le chantait aussi. Son grand-père venait de Halle, et donc il a vraiment grandi dans cet entourage, et c'est vraiment à l'école c'est de l'école que lui vient ce surnom Langue Jojo. Donc c'est un abbé qui ne supportait pas de voir ce grand dadais plus grand que lui, qui l'appelait le Langue, et comme dans sa famille c'était Jules Jean, ses deux prénoms c'était Jojo, ça y est, il avait déjà son étiquette d'artiste, le Langue Jojo. Et peut-être une dernière question sur ses successeurs actuels. On l'a vu par exemple avec Pablo Andrés et Romeo Elvis pour le dernier Euro. On sent que par exemple ce genre de chanson c'est dépendant aussi du moment. Si les Diables Rouges avaient gagné, ça serait peut-être resté dans l'histoire. Vous pensez qu'il y a encore de la place pour ce genre-là? S'ils avaient filé jusqu'en finale, ça se commande pas. C'est un truc. Moi je me souviens, j'étais à l'université donc en 86. Dieu sait s'il y a un truc qu'on a envie pendant le blocus, c'est de pouvoir dormir. Mais quand cette chanson est sortie, on entendait dans les rues sans arrêt à toute heure de la nuit. Ohé, ohé, ohé. Donc ça se commande pas. Il y a quelque chose qui se passe à un moment qui fait que ça démarre et ça échappe non seulement au producteur, mais ça échappe également à l'artiste. Et le grand Jojo, ça lui a échappé tellement que ça a fait le tour du monde, qu'on l'a entendu dans les Simpsons. Moi, j'ai entendu Keith Richards des Rolling Stones chanter cette chanson parce que c'est devenu l'hymne des fans latinos du grand Jojo. Il faut le savoir, en Amérique latine, en Espagne, quand les Rolling Stones jouent, ils ne chantent pas « Oh, oh, oh », mais ils chantent « Oh, oh, we are the champions ». C'est fou, non? Oui, ça a fait le tour du monde et on l'entend encore tous les week-ends dans tous les stades du monde entier. On pourrait rester avec vous à parler du grand Jojo pendant encore des heures, mais on va plutôt proposer à nos éditeurs et à nos téléspectateurs de lire l'article. Le grand Jojo, c'est de Brice de Passe aux éditions La Miroir. Et s'ils n'en ont pas assez, il reste encore d'autres moyens de se renseigner, avec notamment la biographie. Merci. Merci à vous.